bien, retour sur ce plateau, j'ai les deux invités habituels. Il s'agit de Adrien Tchomakou, journaliste et analyste politique. Bonjour Adrien. Bonjour Carole, bonjour à toutes et à tous. La pleine forme ce matin? En pleine forme, merci beaucoup. Alors, deuxième invité sur ce plateau, il s'agit de Laurent Tonéikès. Roland, bonjour et bienvenue. Carole Olaye, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Alors, Laurent. Vous êtes également journaliste et analyste politique. Nous allons démarrer ces analyses avec une information qui concerne les festivités du 1er août. Bola Tinubu à la fête de l'indépendance au Bénin. Une première sous talon qui édifie. La place de l'Amazone fait sa toilette. Les préparatifs vont bon train. Alors, Adrien Tchomakou, Tinubu, Oui, l'invité d'honneur de cette fête-là. Tout à fait, il faut dire que le journal Fraternité l'a annoncé ce matin. Le président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, président du Nigeria, le tout nouveau président élu, sera bel et bien aux festivités du 1er août. C'est bel et bien dans le cadre du 63e anniversaire de l'accession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté internationale, que Bola Tinubu sera au Bénin. Il faut dire que quand vous regardez, vous faites un feedback depuis 7 ans que Patrice Talon, le président béninois, dirige le pays. On a constaté que, à part quelques présidents, pour ne pas parler surtout du président du Togo, qui est souvent l'invité qui vient soutenir cette fête du 1er août, on a constaté que les présidents africains ne venaient pas pour participer, prendre part activement à cette festivité. Et oui, quand vous analysez, lorsqu'on sait que Patrice Talon, je dirais qu'il est un économiste de haut niveau, quelqu'un qui œuvre pour le développement de son pays, qui met tout en œuvre pour que les Béninois serrent leur ceinture d'une manière ou d'une autre. Le président Patrice Talon qui ne veut pas beaucoup dépenser dans ces festivités et que la fête s'organisait dans une sobriété totale, on a quand même compris qu'avec les nouvelles relations entre le Bénin et le Nigeria, que Patrice Talon ne va pas lésiner sur les moyens pour pouvoir mieux accueillir son hôte. Écoutez, bien d'autres présidents africains peuvent se rejoindre et peuvent rejoindre le Bénin et rejoindre le président en exercice de la CEDEAO. Peut-être que c'est une délégation, mais une chose est claire, aujourd'hui, nous avons l'information que Bola Tinubu sera aux côtés du président du Bénin pour commémorer dans une ambiance festive et bon enfant les manifestations officielles du 1er août. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a constaté, Fraternité a fait le constat, que la place qui doit abriter cette manifestation officielle est en train de faire sa toilette. Tout est en train de finaliser, de se mettre en place. Il faut avouer que si vous faites un tour derrière la présidente de la République, plus précisément au niveau où est érigée la deuxième plus grande statue de l'Afrique, je veux parler de notre statue de l'Amazone, où les manifestations officielles vont se dérouler. Les petits plats sont en train de se mettre dans les grands plats et tout se déroule correctement. Si vous faites un tour là, vous verrez déjà qu'on a installé des écrans géants, des projections seront faites. Une chose est claire, ce sera une manifestation grandiose. Alors, Roland Tonéikès, Tinubu annoncé pour les manifestations officielles du 1er août au Bénin. Oui, c'est une bonne nouvelle quand on sait que le Bénin est resté un peu fermé dans une certaine mesure, sans pour autant inviter les chefs d'État étrangers aux festivités du 1er août. Et quand on sait les relations qu'il y a le Bénin désormais au Nigeria, avec le rapprochement entre Patrice Talon et Bola Tinubu, j'allais dire, je crois que c'est de l'ordre normal des choses que Bola Tinubu soit invité à Cotonou. Et d'ailleurs, il y a un certain travail qui est fait
pour revenir en tout cas à une situation d'accalmie entre le Nigeria et le Bénin. Et dans l'ordre normal des choses, quand c'est comme ça, je crois que c'est normal de l'inviter. Encore que Bola Tinubu actuellement est le président de la CEDEAO. Donc, quand on voit tout ça, je crois que on fait tout pour rassurer Bola Tinubu, on fait tout pour rassurer le Nigeria. Et c'est vraiment, moi je pense que c'est une bonne initiative que d'inviter Bola Tinubu, davantage de le rassurer. On a pu voir il y a quelques jours le directeur des douanes du Nigeria au Bénin pour revoir la stratégie de travail avec la douane béninoise. Et dans tout ça, que ce soit dans les relations bilatérales, les réunions entre chefs d'État ou ministres et les festivités, il faut davantage impliquer la partie nigériane pour que nos frères et sœurs nigériens se sentent davantage rassurés que oui, qu'ils ne sont plus écartés et qu'il n'y a plus de problème entre le Bénin et le Nigeria. Donc, je crois que c'est une très bonne nouvelle que de l'apprendre. Et maintenant, oui, après ça, sachons raison garder, faisons les choses normalement et tout ira pour le mieux pour les deux peuples. Alors, j'ai bien envie qu'on s'intéresse à l'information titrée à la une de Matin Libre, chef de file de l'opposition. Que craint Talon? Chef de file de l'opposition, que craint Talon? Alain Tchomakou. Oui, que craint Talon? Moi, je pense que le président béninois Patrice Talon ne peut rien craindre, encore que, à part le fait qu'avec l'opposition, la démocratie va mieux exister dans notre pays. Patrice Talon n'a plus rien à perdre. Il est en train de faire son second et dernier mandat constitutionnellement. Je pense que le président Patrice Talon, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que, si je ne me trompe pas, le président Patrice Talon a bien fait de nommer Éric Rouneté, chef de file de l'opposition, parce que, au regard des résultats des dernières consultations électorales, je veux parler des élections législatives, c'est bel et bien le parti, les démocrates, qui sont la tête haute. Donc, il est quand même bien que les tests soient respectés. Patrice Talon a respecté les tests. Il a nommé Éric Rouneté, chef de file de l'opposition. Évidemment, le point qui se pose aussi, c'est les décrets d'application. Les décrets d'application, puisque sans ces décrets d'application, Éric Rouneté, chef de file de l'opposition, ne peut pas jouir ne peut pas jouir des avantages de son poste. Donc, je pense que même si vous suivez un peu les grandes résolutions de leur congrès, ils ont parlé de ça, ils ont évoqué ça. Je pense quand même que le président Patrice Talon est à l'écoute. S'il pense et que, bon, le moment est propice pour qu'il prenne les actes appropriés, les actes afférents, c'est-à-dire les décrets d'application de cette décision qui est consacrée bel et bien à la nomination d'Éric Rouneté en tant que chef de file de l'opposition. Je pense qu'il doit le faire et je pense quand même qu'il le fera. Il le fera parce que nous sommes dans un état de droit. Il faut quand même donner les moyens. On dit souvent une mission des moyens. La Constitution a souhaité qu'on nomme désormais qu'on ait désormais chef de file de l'opposition. Et quand vous nommez le chef de file de l'opposition, vous devez lui donner les moyens. Parce que ce sont les moyens de tout et chacun de nous. Et les tests l'ont prévu. C'est vrai que son prédécesseur, je veux parler du prédécesseur d'Éric Rouneté, le président du parti FCBE, passez-moi son nom, j'oublie souvent, Paul Roubaix, je veux parler de Paul Roubaix, n'a pas du tout joui des avantages de chef de file de l'opposition. Et je pense quand même que si vous suivez aussi dans un passé récent, Éric Rouneté, quand il avait été reçu par le chef de l'État, il a évoqué la situation. Il a souhaité que les tests soient revus pour que le chef de file de l'opposition ne soit plus nommé par le chef de l'État. Et bon, si par exemple, on revoyait les tests et que le chef de file n'est plus nommé par le chef de l'État, je pense quand même qu'on ne serait pas en train d'attendre les décrets d'application. Donc, je pense que dans l'autre cas, peut-être, parce que tout est possible, nous n'allons pas seulement incriminer le chef de l'État pour dire qu'il n'a pas pris un acte. Peut-être que l'opposition même, là où l'opposition se trouve actuellement, est en train de réfléchir à ce que les tests soient revus, c'est-à-dire qu'on toilette d'une manière ou d'une autre la Constitution
afin que le chef de file de l'opposition ne soit plus nommé par le chef de l'État. Et si le chef de file de l'opposition n'est pas nommé par le chef de l'État, je pense quand même qu'on ne va plus attendre des avantages du gouvernement de l'État béninois. Donc je pense quand même que Patrice Talon n'a rien à craindre. Patrice Talon est droit dans ses bottes. Il agit et il doit toujours agir dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt supérieur de tout un chacun de nous. Et Roland Tonei, qu'est-ce que peut craindre le chef de l'État? Je crois qu'à l'opposé de Adrien Tchourankou, j'ai comme l'impression que le chef de l'État craint quelque chose. Appelons chacha, disons les choses réellement. C'est eux qui ont voté la loi. Ce n'est pas les députés de l'opposition qui n'ont pas participé au vote de cette loi à l'Assemblée nationale. C'est les députés de la mouvance de la 8e législature qui ont voté cette loi. Et donc, on ne comprend pas pourquoi la mise en application de la même loi qu'ils ont voté entre eux est difficile, si difficile. On a pu voir... Peut-être qu'ils n'avaient pas pensé que l'opposition pourrait venir mais justement, à l'Assemblée nationale. J'en viens. Quand Adrien Tchourankou dit qu'il faut revoir les tests, moi je crois que si eux-mêmes ils ont voté une loi et qu'ils ont du mal à appliquer, ce n'est pas toiletter cette loi-là et empêcher le chef de l'État de nommer le chef de file d'opposition qui va arranger les choses. Bien au contraire, ça va rendre encore la vie difficile aux opposants. Une fois que c'est eux-mêmes qui ont voté la loi, on a vu comment est-ce que Paul Ronco a été nommé dans ce pays, sans moyens jusqu'à la fin, et puis un jour qui vient sans décret d'application, sans décret. Donc il y a un problème qui se pose. J'ai comme l'impression que ce qu'ils ont listé eux-mêmes, parce qu'en fait à un moment donné, excusez, j'ai comme l'impression qu'on avait tout le temps envisagé d'avoir des oppositions fait valoir. Et malheureusement, on se retrouve dans une situation où on n'a pas d'opposition fait valoir. Et la loi dit clairement qu'il faut donner un certain nombre de moyens aux chefs de file d'opposition. Un véhicule de fonction, un garde du corps, une liste de civils, tout ça a un certain nombre d'avantages. Et on sait que quand on donne des moyens comme ça à celui qui est son adversaire politique, c'est qu'on lui donne plus de pouvoir, plus de force pour être présent sur le terrain politique, pour faire plus d'actions. Et c'est ça que les gens craignent, ce n'est pas autre chose. Moi, j'estime fondamentalement que personne ne les a obligés à mettre ça dans la Constitution. Et pourquoi aujourd'hui, ils ont du mal? Parce que la loi votée, ça a été promulguée par le chef de l'État, de toute façon. Il a lu. Donc, je pense que, sincèrement, j'ai comme l'impression qu'on craint quelque chose. Ce qu'on craint, c'est de ne pas donner davantage de moyens au chef de file d'opposition pour qu'il soit efficace. On le nomme, mais on le met là, on l'affaiblit. Attendez, on a fait les élections quand? En janvier 2023. Le chef de file d'opposition a été nommé quand? En mai, 5 mois après, quand même. Quand même. Au soir des élections, on connaissait les résultats. On a proclamé les résultats. Les députés ont été installés. Les commissions ont commencé par être mises en place. On a élu le président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, la Sénat faisait quoi? Le Conseil électoral faisait quoi? Pour produire son rapport et proposer, puisqu'on dit sur proposition du Conseil électoral. Pourquoi c'est 5 mois après qu'on a pu faire ça? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et il a fallu que des voix s'élèvent de part et d'autre pour dire qu'il faut nommer le chef de file d'opposition. Avant qu'on ne constate que oui, on l'a appelé à la présidence de la République, après on l'a nommé. J'estime qu'il y a un problème. Et je pense que les gens craignent qu'en donnant plus de moyens à Éric Ngoundete, il sera davantage efficace. Et donc, il vaut mieux peut-être le nommer. Il a le titre, d'accord, mais si on ne donne pas les moyens. Mais écoutez, c'est vous qui avez voté la loi. Personne ne vous a obligé à mettre ça dans la Constitution. Donc, faites les choses normalement, parce que le peuple observe. Moi, j'estime qu'il y a quelque chose qu'on craint. Si on ne craint pas quelque chose, je crois que dès ce matin, s'ils nous suivent, donnez les moyens à Éric Ngoundete qui travaille. Donnez-lui son personnel civil dont il a besoin. Faites toutes les choses dans les normes. Parce que si c'est les opposants qui avaient voté cette loi, majoritairement peut-être sous l'ancien régime, on dirait que c'est eux qui ont fait. Mais ce n'est pas eux qui ont fait. C'est le pouvoir en place, ces députés de la 8e législature qui ont mis cette loi en place. Donc il n'y a pas de raison qu'on contourne, qu'on fasse un faux semblant en ne donnant pas les moyens. Paul Ronco, peu ou prou, était modéré, donc ça l'arrangeait. Lui, il ne pouvait pas peut-être hausser le ton dans une certaine mesure. Il n'avait pas, il ne parlait pas dans une certaine mesure. Par moment, il sortait la tête pour dire quelques mots. Après, il se cachait encore. Ça, c'est compris. Parce qu'on sait comment est-ce que lui aussi, il a tout fait pour être président ou bien secrétaire exécutif national du parti FCBE. Et il sait très bien que le couloir par lequel il a pris pour être là, il sait que lui-même n'a pas beaucoup de choses à revendiquer. Maintenant,
Voilà, nous y sommes. Ceux qui ont combattu. Voilà, nous y sommes en plein dedans. Que faisons-nous des lois que nous sommes nous-mêmes, en tout cas, que nous avons votées nous-mêmes? C'est pas nous journalistes, c'est pas les démocrates qui sont allés voter la loi à l'Assemblée nationale. C'est eux, les députés, voilà, la majorité, BR, Union progressiste, là, à l'époque, là, c'est eux qui ont voté ça. Hein. Et donc, c'est à eux de rappeler au chef de l'État qu'il faut respecter ce que dit la loi. Alors, Adrien Tchomakou, très rapidement. Très rapidement, il faut dire que, vous savez, moi, je ne suis pas contre qu'on donne les moyens à Éric Rouleté. Mais je dis quelque chose. Si vous regardez dans un futur, dans un passé très proche, on a vu Éric Rouleté qui a souhaité que les tests soient toilettés. Et si vous suivez en janvier... Il a souhaité que les tests soient toilettés. Dans quel sens, à quelle occasion? Il parle de quelle loi? La loi sur la nomination du chef de file de l'opposition. Quand il a été reçu par le chef de l'État, Éric Rouleté a dit au président de la République, Patrice Talon, que selon lui, ce n'est pas totalement bien que ce soit le chef de l'État qui nomme le chef de file de l'opposition. Voici que les tests que nous avons au Bénin obligent le chef de l'État à agir ainsi. Et il l'a fait, il l'a nommé. Il l'a nommé. Maintenant, si le chef de l'État, si Éric Rouleté, même déjà, bien qu'il ne soit pas nommé, demandait au chef de l'État qu'il se serait bien que les tests soient toilettés, je pense quand même que du moment où ces députés de l'opposition aussi sont actuellement à l'Assemblée nationale, peut-être qu'une proposition a été déjà faite, peut-être qu'il y a des projets de loi, peut-être que la mouvance aussi, qui pense quand même que c'est peut-être inadmissible que le chef de l'État continue de nommer le chef de l'opposition, propose déjà un projet de loi. Adrien Tchomakou, vous avez dit avant que Éric Rouleté ne soit nommé. Attendez, avant qu'il soit nommé, il a dit ça. Mais malgré ça, on l'a nommé. À l'investiture, oui. Écoutez, à l'investiture du président de l'Assemblée nationale, nous avons suivi, nous réunis à Tchadé. Ne revenez pas sur le débat de révision de la Constitution qu'ils ont souhaité. On a refusé ça. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Ils n'ont jamais dit ça quand même, ne le dites pas. Et quand vous suivez, quand vous suivez correctement les déclarations de nous réunir à Tchadé, vous comprenez aisément qu'ils demandent à ce que beaucoup de choses soient revues. Et automatiquement, ce même jour, nous avons suivi Dakwe Sossou, député à l'Assemblée nationale, qui est de la mouvance présidentielle, qui a dit clairement que lui il est en train de comprendre que les députés de l'opposition souhaitent qu'on révise la Constitution afin que chacun puisse mettre tout ce qui doit contribuer au développement de notre nation dans cette Constitution. Vous ne voyez pas que quand on prend ces deux hypothèses, peut-être qu'il y a déjà, ou bien peut-être que les députés, puisque vous savez, les députés à l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, ils se font des concessions. Hein. Peut-être qu'actuellement, ils sont en train... Je pense qu'on est en train de chercher un alibi pour défendre ce qu'il ne faut pas défendre. Vous avez bien dit qu'avant que Éric Rouleté ne soit nommé, il a souhaité qu'on toilette. D'accord. Oui. Malgré cette proposition qu'il a faite, il a été nommé en tenant compte de la loi qui existe. Cela suppose que quoi? Quand on le nomme en compte... Est-ce que Paul Roupert n'avait pas été nommé? Laissez-moi finir. Paul Roupert a joué ce que je dis, c'est Béaba. Ce que je dis, c'est Béaba, c'est théâtre. Je dis, il a été nommé en tenant compte de la loi qui existe. Une fois que vous le nommez en tenant compte de la loi qui existe, alors que l'intéressé a proposé qu'on toilette les tests et que vous ne l'avez pas fait, vous l'avez nommé en tenant compte de la loi qui existe, donnez-lui les avantages afférents. C'est très important. C'est cette loi qui continue d'être appliquée. Donc, du coup, il a le droit de bénéficier de ces avantages. Maintenant, moi, je ne suis pas contre. Est-ce que Talon ne justifiez pas? Ne justifiez pas. Il peut y avoir des circonstances atténuantes qu'on ne connaît pas. Vous et moi, nous ne connaissons pas. Non, écoutez. Si l'opposition souhaite déjà qu'on toilette les tests,
Alors, même si... L'opposition, parce que quand vous faites référence à ce que Nouré Nouachade a dit, et quand vous faites référence à ce que Dakwe Soussou a dit, je l'ai dit sur ce plateau, Nouré Nouachade a émis un vœu, mais il sait très bien que c'est un piège. Il n'a pas appelé à la révision de la commission. La réaction de Dakwe Soussou, c'est ce que Dakwe Soussou a déjà dit depuis des années, que Taron fera 52 fois et 7 ans, 17 ans. Et donc, lui, quand il voit que l'autre fait son discours, il tombe dessus et il dit ce qui l'arrange. Parce que la preuve dans sa déclaration, il dit qu'eux-mêmes mettront ce qui les arrange dedans. Ça veut dire que quoi? C'est un piège pour l'opposition. Et donc, l'opposition n'a jamais dit à un moment donné, parce qu'ils ont décrié les tests. Mais dans une certaine mesure, ils savent très bien qu'en l'état, s'ils doivent aller sur ce terrain, c'est risqué pour eux. Maintenant, on ne va pas s'attarder sur ça. Le gars a dit, toilettons les tests. Vous n'avez pas tenu compte de ça. 5 mois après, vous l'avez nommé. Tenant compte de la loi qui existe, donnez-lui les avantages qui existent, qui accompagnent le poste que vous lui avez donné. C'est très simple. Sortez le décret de nomination, d'application. Ce qu'on demande, ce n'est pas sorcier. C'est béaba, c'est terre à terre quand même. Alors, nous allons poursuivre cet entretien ou ces débats. Le potentiel affirme aujourd'hui fraude dans l'administration publique et dans les institutions. Faux ordres de mission, l'État saigne, les caisses se vident. Oui. Adrien. Vous savez, le béninois est très compliqué, trop complexe. Les gens ne finiront jamais de réfléchir de comment mettre tout en œuvre pour pouvoir assassiner l'économie béninoise. Vous voyez la manchette du journal Le Potentiel? Mais c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que ce journal a fait une enquête. J'espère qu'il a les preuves. Le journal a fait une enquête. Voilà. Et il sait que ça se passe. Et moi, je fais confiance à celui qui a publié l'article. Je sais qu'il fait assez d'investigations. Mais comment comprendre que des gens continuent d'établir des faux ordres de mission? Comment comprendre qu'on sait que X ou Y ne va pas en mission, mais on lui fait établir un ordre de mission pour qu'il puisse jouir. Ce n'est pas nouveau dans notre administration, Adrien. Ce n'est pas nouveau, mais il faut qu'on arrête un jour. On sait que ça se passait sous d'autres cieux et sous des régimes. Mais avec la lutte contre la corruption dans notre pays, avec l'arsenal juridique du Bénin aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à prendre ce risque-là? À prendre ce risque. On dirait que les gens n'ont plus peur de la prison. Mais c'est inadmissible. Il y a des gens où on se pose la question de savoir, ils se disent, ou bien, il vaut mieux que je vole pour aller me reposer là-bas. Je ne comprends pas. Justement, est-ce que ça ne prouve pas que le Bénin va mal? En fait, le Bénin ne va pas mal. Pas du tout. C'est nous, Béninois, qui sommes animés de mauvaise foi, qui agissons ainsi. C'est vrai qu'il y a eu des augmentations de salaire tout récemment, mais avec la cherté de la vie, est-ce que le Béninois, le fonctionnaire béninois arrive vraiment à s'en sortir? C'est relatif. D'abord, il faut d'abord souligner l'augmentation exponentielle des salaires depuis décembre passé des agents permanents de l'État. Les gens bénéficient maintenant de plus de 50 000 francs sur leur salaire. Et ils sont des agents permanents de l'État. Vous et moi, nous sommes dans le privé. Vous comprenez? Affaire de faux ordres de mission, là, nous ne sommes pas dedans. Et ce sont les mêmes qui jouissent de ces avantages, qui font aussi faux ordres de mission. Moi, je pense que non. La police, la justice, le pouvoir central, eux, tout au grand complet, toutes les juridictions compétentes doivent sévir. On doit les décourager. Parce que c'est nos fonds communs. C'est notre sou. C'est notre argent à nous tous. Ce que les gens volent, pourquoi ne pas s'en servir pour l'échangeur de Godomé là? Le bas de l'échangeur de Godomé, par exemple, vous voyez comment c'est dégradé? Comment ça endommage les véhicules et les motos? Pourquoi ne pas s'en servir pour réparer ça? Et les gens veulent tout mettre en œuvre pour pouvoir voler le peuple béninois. Moi, je pense que
on doit les décourager. Roland, doit ton se dire, équesse. on doit les Je décourager. pense que, je l'ai toujours dit, le problème de la mauvaise gestion, ce n'est pas le fait d'un chef d'État, mais c'est le fait des cadres qui, malheureusement, ne veulent pas rentrer dans les rangs. Quand je revois tout ce qu'on a pu observer sous l'Ancien Régime, en tout cas, se dérouler, reprendre maintenant, je me rends compte que ce n'était pas la tête. Mais c'est les cadres béninois. Parce que Donc l'éducation par ricochet. oui, c'est... L'éducation à la base. Il faut formater, reformater en tout cas la conscience professionnelle, en tout cas, de tous les cadres béninois. Parce que le problème, c'est que Patrice Talon ne sait pas qui va en mission et qui ne va pas en mission. Ça se passe au niveau des ministères, au niveau des DAF, au niveau des directeurs techniques. C'est à ce niveau. Oui, voilà, c'est à ce niveau que ça se passe. Donc Patrice Talon ne peut pas être partout à la fois. C'est pour dire quoi? Boni n'était pas partout à la fois, malheureusement. C'est vrai que son régime a été un régime de scandale, scandale. Mais pour des causes précises, ce n'était pas lui le problème. Et là, on se rend compte que ce n'est pas Patrice Talon le problème. C'est les cadres le problème. Alors, aussi longtemps que nous aurons des cadres qui ne vont pas changer de mentalité, qui ne vont pas comprendre que la chose publique, ça se respecte, ça va continuer. Mais aussi, la faute des gouvernants aussi. Parce que quand le gouvernement, les autorités s'enrichissent, on ne connaît pas leur salaire, ils s'enrichissent. C'est eux qui construisent de belles maisons dans la ville, dans les cités. Le cadre qui est là aussi, parfois, est tenté. L'ambition l'amène à poser des actes. Parce qu'il se dit, mais nous sommes là, nous savons comment ça se passe, mais combien gagne-t-il? Il a été nommé ça combien de temps? Mais regardez ce qu'il a déjà construit. Est-ce qu'il ne vole pas quelque part, par exemple? Et si même moi-même j'ai tenté quelque chose? C'est des choses réelles. On a voté une loi sur l'enrichissement illicite ici, dans ce pays. Qui poursuit qui? Qui a fouillé qui? Pour nous dire comment les gens arrivent à acheter des domaines, à construire en 6 mois ou en 3 mois dans ce pays. Ils parleront d'activités secondaires. Activités secondaires, non. OK. Pourtant, s'il y a d'autres personnes qui tombent dedans, n'hésite pas à le frapper fort. Moi, je pense que la loi sur l'enrichissement illicite... Mais aujourd'hui, est-ce que le fait de frapper fort change la psychologie de nos cadres béninois? Aussi longtemps qu'on va être parfois complaisant, il y aura du 2 poids, 2 mesures, ça ne changera pas. Ce que je dis, c'est quoi? Quand un DG est nommé, quand on sait qu'il est à 2 millions par mois, et qu'il a une maison qu'il met en place, il achète une parcelle à Cotonou, et qu'il construit en 6 mois, et que ça peut coûter 100 millions, allez poser des questions. Quand ça commence comme ça, le cadre aussi qui est, en tout cas, sous ce directeur ou ce responsable, va faire attention. Mais les gars s'enrichissent au vu au-dessus de tout le monde. Ça se voit, c'est pas moi qui le dis. Je n'invente rien. Tumakou ne dirait pas le contraire. Il connaît beaucoup de choses dans la vie. Il y a Djabo ici, où les gens construisent en 6 mois, je vous dis. Vous passez par là, vous les voyez, chantier, de nuit comme de jour, on travaille. Et en 6 mois, un immeuble sort. Et c'est des fonctionnaires. Ce n'est pas des hommes d'affaires. C'est des fonctionnaires d'État. Ça pose, il faut se poser la question. Mais quand c'est comme ça, et que l'autre aussi est à côté, et qu'il a la possibilité de... L'argent de l'État passe par sa main, il a la possibilité de voler. Parfois, il est tenté. Ce n'est pas que c'est une bonne chose, mais parfois, il est tenté de le faire. Parce qu'il se dit, mais écoutez, il y a le langage là en ce qu'ils disent souvent, pardon. Et donc, par conséquent, moi-même, je peux oser. Et il y en a qui pensent que oui, en le faisant, peut-être qu'ils vont en prison, ils vont cacher l'argent quelque part, et puis après, ils peuvent ressortir en bénéficier. Malheureusement, avec la crête maintenant, quand on te condamne, tu rembourses encore. Donc, ce n'est plus comme avant où on te condamne, tu vas en prison, tu ressors plus millionnaire. Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le problème à la base, c'est-à-dire revoir la qualité de l'éducation que nous inculquons aux enfants? Parce que ces parents qui sont corrompus, comment ils veulent éduquer normalement les enfants? Justement, ce que je vous dis, c'est très simple. Je le dis. C'est-à-dire que quand on va commencer à appliquer la loi sur l'enrichissement illicite véritablement dans ce pays, ça va discipliner les gens à des niveaux donnés. Et ceux qui sont sous ces personnes vont aussi faire attention. Mais tant que vous ne le faites pas, que quelqu'un que vous nommez en 3 mois
se mettre à construire ce qu'il ne doit pas construire, à vivre comme il ne doit pas vivre, de lustre, voilà. d'insolence dans le lustre, j'allais préciser. Je crois que les gens vont continuer aussi à dire, et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et ça continue. Je crois que c'est maintenant qu'il faut continuer à vérifier, contrôler les cadres. Les cadres, quand on parle, moi je dis souvent à certains cadres aussi, vous savez, quand on parle d'ordre de mission là, allez voir, c'est en complicité avec des responsables. Parfois. Parce que quand on émet 10 ordres de mission, il y a 2 ordres de mission, peut-être qu'on va émettre de façon ou 3 de façon fictive. Et puis là, on sait que les 3 là, l'argent pour les 3 là va au niveau du responsable, de la structure. Et donc, à tous les niveaux, parfois c'est comme ça. Moi, j'ai été dans des structures où parfois j'ai été en mission et je sais comment ça s'est passé. Où des gens, et c'est sous la rupture d'ailleurs, pendant que nous on était sur le terrain, quelqu'un qui n'était pas sur le terrain se faisait signer son ordre de mission et a pris l'argent à la fin de la mission. Et c'est sous ce régime. Moi, pour dire quoi? Pour dire, il faut vraiment repenser le problème à la base au niveau des ministères, voir qui est qui fait quoi, et qu'on ne sait pas véritablement fouiller. Si on ne fouille pas et qu'on reste là, et que quand les gens s'enrichissent de manière sauvage et que personne n'en parle, ça pose aussi problème. Alors, Madame, d'abord, je voudrais remercier, féliciter nos magistrats. Je voudrais les féliciter parce que, vous savez, sous Yahi Boni, c'est sous Yahi Boni que la loi sur l'enrichissement illicite a été votée. Mais je vous le dis, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de décret d'application. Pourtant, nos magistrats font l'effort d'appliquer d'une manière ou d'une autre cette loi en se basant sur le code pénal. Donc, moi, je voudrais les féliciter d'abord et demander au chef de l'État de prendre, parce que Boni Yahi ne l'avait pas fait, Patrice Talon est là maintenant, il faut que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, prenne des décrets d'application de la loi sur l'enrichissement illicite. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est quoi? C'est que désormais, par rapport au faux ordre de mission, moi, je demande, d'abord, il faut que les gens aient le courage de dénoncer. Dénoncer et dénoncer. Secondo, c'est quoi? C'est qu'il faut que chacun, que désormais, et ça là, c'est le travail de nos amis policiers. Ce sont les policiers qui vont aider le peuple béninois à régler véritablement ce problème. Même si vous êtes ministre de la République et que le ministre ne peut pas descendre de son véhicule pour se présenter devant l'agent assermenté, le policier, qui doit viser son ordre de mission, il faut que le véhicule qui a conduit le ministre soit là, devant le commissariat, que le ministre soit dedans, le policier se lève, il va voir effectivement que le ministre est effectivement dans le véhicule avant de lui signer son ordre de mission. Si je parle ici, c'est pour dire quoi? C'est que tout agent, que vous soyez directeur général, cadre d'un ministère ou d'une société étatique, il faut que vous vous présentez vous-même avec votre ordre de mission pour pouvoir le faire aviser par un agent assermenté de la police républicaine. C'est très important. C'est seulement et seulement par cette manière que nous pouvons décourager à jamais ceux qui continuent d'établir des faux ordres de mission. Ce qui est choquant, ceux qui continuent, pour un travail de 3 jours, on délivre des ordres de mission d'1 semaine, parfois. Oui, vous voyez, non? C'est des réalités. C'est des réalités du terrain. Il faut prendre à l'arrivée et au retour que les policiers ne donnent plus le visa de l'arrivée et du retour automatiquement. C'est le jour où vous devez quitter la commune, là où vous êtes allé faire votre mission, que vous prenez le retour. Moi, personnellement, je demande ça vivement aux policiers. Il faut que les policiers nous aident à régler ce problème. Et c'est pas parce que Patrice Talon ne peut pas descendre sur le terrain pour aller régler ce problème. Wilfried Doulian-Ngoumedi peut parler à la radio, à la télé, sensibiliser les gens. Ça ne peut pas marcher. Ce sont nos amis policiers. Et je pense quand même aujourd'hui que c'est des gens que nous devons aussi encourager, féliciter, parce que des jeunes policiers qui n'ont plus d'avancement depuis quelques années, écoutez,
ils peuvent bien nous faire ce travail. Mais qu'il y ait une augmentation exponentielle de salaire. Supposé. C'est ça, Supposé. ils sont des agents permanents de l'État, mais eux, personne ne solde. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire pour les policiers. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Je sais publiquement, c'est un dossier que je maîtrise bien. Il n'y a pas d'augmentation de salaire pour tous ceux qui travaillent dans des offices. Nos amis de l'ORTB, les journalistes, n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Attention. Donc, écoutez, alors, ça, je suis terrain, je maîtrise. Mais c'est parce que vous-même, c'est vous qui disiez. Il y a une augmentation exponentielle. Voilà, nous allons poursuivre. Adrien, nous allons poursuivre avec nous devons le féliciter. Adrien Tchomakou, nous allons poursuivre. Je disais tantôt que nous allons poursuivre. Ah bon? Ah bon? Non, pas Il ne faut pas. Je ne dis plus jamais ça. C'est des affirmations gratuites. Et puis moi, je suis contre ces genres d'affirmations sur ce plateau. Je ne dis plus jamais ça. Vous avez la preuve de ce que vous affirmez. Les gens, vous avez des fiches de paye de qui? De qui, Adrien? De qui? Les fiches de paye de qui, Adrien? Moi, j'ai des amis, non? Vous avez des amis qui ont constaté une augmentation de 40 000, 50 000. Soit 10 000 francs dans sur la le salaire. Avec la cherté de la vie, là, le 40 000 peut faire quoi à un père de famille qui a 3, 4 enfants et 2 femmes? Écoutez, deux femmes, c'est nous-mêmes qui cherchons les... Non, j'ai rajouté cela. Mais en réalité, avec 4 femmes, il va payer le loyer, il va payer l'électricité, 4 enfants au minimum. Mais Adrien Tchomakou, qu'est-ce que 40 000 francs sur 100 000 peut faire en réalité? Une augmentation, vous gagnez quelque chose avant. C'est pour ça que je parle de 40 000 sur peut-être un salaire initial de 100 000. 40 000, ça fera quoi? Comment le Béninois lambda peut vivre mieux? Vous êtes propriétaire de maison. Le minimum. Avez-vous diminué le coût du loyer chez vous? Je ne dis pas que l'État n'a pas fait un effort, mais en réalité, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça permet? En tenant compte de la cherté de la vie à vos loyers, à vos locataires. Vous l'avez fait? Non, je vous pose une question. Nous allons poursuivre. Est-ce que vous avez augmenté le loyer ou bien vous avez diminué? Ne dites pas ça. Il n'y a pas d'augmentation. La vie est très chère. La vie est très chère. Réjouissons-nous. On s'en sort. Tout le monde se bat pour s'en sortir. Mais il ne faut pas faire ces genres d'affirmations. Nous allons poursuivre avec une augmentation. Remerciez d'abord l'intéressé, non? Mais on n'a jamais dit non. Adrien Tchomakou, on n'a jamais dit. Comme vous en parlez, je suis d'accord. On a augmenté les salaires. C'est pas grave. Face à la cherté de la vie. Savez-vous combien gagne un ministre aujourd'hui au Bénin? L'huile qui est à 600 francs est aujourd'hui à 1000 francs. Quoi? L'huile pour préparer. Produit de première nécessité, qui était à 500, 600 francs, passe à 1000 francs. C'est vrai, vous êtes dans le privé. Je suppose que vous, Madame Carole, vous êtes à 300 000 francs par mois. Et votre patron se lève un jour, le directeur général, le tout-puissant, que j'apprécie beaucoup, il dit, Madame Olga, à partir de ce jour... Madame Carole, toutes les excuses. Vous étiez à 300 000, je porte votre salaire à 370 000 francs. Et vous n'allez pas prier pour celui-là. Est-ce que c'est la réalité? Je ne suis pas contre le... Est-ce que c'est la réalité? C'est la réalité. Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que c'est 70 000 francs? Vous mélangez les choses. Moi, je dis... Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu augmentation de salaire. Il y a augmentation, mais ne dis pas exponentielle. Pardon. Non, ce n'est pas exponentiel, c'est ce qu'on dit. Quand on dit exponentiel, c'est pas par rapport à un pourcentage. Non, quand on dit exponentiel, c'est de manière continue et rapide. Comment? On a augmenté là. Le truc, c'est quand la négociation a été bouclée, c'est le mois qui... De quoi vous parlez? Adrien, de quoi vous parlez? Il y aurait une prison. On ne peut pas passer à autre chose, Adrien Tchomakou. On se réjouit bien qu'il y ait augmentation de salaire, mais pas exponentielle, pardon. C'est exponentiel. Les syndicalistes, Adrien, on va poursuivre. On va tout simplement poursuivre. De la Marina, Adrien Tchomakou, on va poursuivre sur ce plateau. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais... Adrien Tchomakou, c'est moi qui ai la police ces débats. Merci, madame. Voilà. Il y a une prison dans l'enceinte de Lomel. Il y aurait... Voilà, étant donné que la direction a démenti à travers un communiqué, quelle est votre lecture de cette situation? Je pense que tout le monde sait que
dans nos centres de santé, quand les gens ne payent pas, on les garde là jusqu'à ce que les parents viennent payer. Et avant qu'on ne les libère. Donc maintenant... Est-ce que, à parler de prison, est-ce que ce n'est pas exagéré? Non. Je crois que c'est sur les réseaux sociaux que l'information est partie. Non, c'est peut-être qu'il y a un local où on met les patientes. Les patientes pour qu'elles ne s'enfuient pas. Oui, voilà, peut-être pour ça. Et c'est peut-être pour ça que les gens parlent de prison. Parce que dès lors que vous mettez quelqu'un dans un bâtiment fermé et que vous l'empêchez de partir, c'est que vous la mettez en prison. Vous le mettez en prison. C'est une manière de parler. Donc, si entre-temps, l'hôpital a démenti, maintenant ce que je dis, si entre-temps, eux-mêmes, ils ont un bâtiment comme ça, ils n'ont pas besoin de lier les gens par des menottes ou pour on dise qu'ils ont mis les gens en prison. Dès lors que vous mettez quelqu'un dans un bâtiment, vous fermez, vous l'empêchez de partir, c'est comme si vous mettez cette personne en prison. Donc, si entre-temps, un bâtiment comme ça ou quelque chose comme ça se passait, qu'ils essaient de se corriger, c'est tout simple. Et comment finir avec cette situation? Parce que à chaque fois, ça revient et c'est une triste réalité qui se passe, qu'on constate dans nos hôpitaux. Adrien Tchomako. Oui, la réalité est là, la réalité, mais telle que les gens le disent, ce n'est pas ça. Il faut comprendre correctement les choses. Vous savez, ça se passe dans presque tous les hôpitaux. Quand vous n'arrivez pas à payer les frais de prestation, vos frais de prestation sanitaires, on vous dit de faire appel à vos parents. On vous laisse toujours occuper votre place. Le lit, là où vous êtes là, on vous le laisse toujours. Votre matelas. On ne met personne dans une prison ou dans une chambre. On n'enferme personne. Écoutez, c'est un malade, c'est un patient, une patiente qui est venue et qu'on a tout fait pour lui redonner autrement vie. Donc, une chose est claire, on ne peut même pas l'amener quelque part et l'enfermer. C'est ce qui se passe que je suis en train de vous expliquer. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans chaque centre de santé, il y a ce qu'on appelle, ce n'est pas des gardiens, mais on les appelle des surveillants. Il y a des surveillants. Et ce sont ces surveillants qui sont chargés de vous surveiller pour que vous ne puissiez pas prendre la tangente. Le portail et prendre la tangente. Et retenez tout simplement que si vous êtes même des indigents et que vous ne trouvez même pas à manger, l'hôpital a l'obligation de vous donner quelque chose à manger. Et il y a aussi des associations, des ONG qui passent, qui mettent à la disposition des patients juste quelque chose comme petit déjeuner, quelque chose qui peut vous garder le ventre. Donc, je voudrais préciser qu'il n'y a aucune prison dans un centre de santé au Bénin. Merci à vous, Adrien Tchomako. Merci, Roland Tonei-Ikes.